Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder la deuxième phase du deuil. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de la première phase du deuil qui peut durer jusqu'à 3 mois. Si ça perdure au-delà de 3 mois, on parlera de deuil pathologique. Ce qu'il faut repérer dans ce qui perdure au-delà de 3 mois, c'est si la personne est dans le déni de la chose. C'est-à-dire si elle parle toujours de la personne décédée comme si elle était toujours là, toujours présente, toujours en vie. Alors, la deuxième phase peut durer entre 6 mois et 10 mois. D'accord? Et pareil comme pour la première phase, si ça perdure au-delà de cette moyenne, on parlera également de deuil pathologique. Dans cette deuxième phase, on va parler de la quête, de la recherche, de l'évitement et de la fuite. Au fur et à mesure que les semaines et les mois passent, la douleur est toujours présente. Elle est même de plus en plus présente. Elle envahit tout mon être, elle prend toute la place. L'homme que j'aime n'est plus là. L'homme que j'aime n'est plus là pour me faire la cuisine. Il adorait faire la cuisine. Tous les repas que l'on partageait ensemble. Le lit est si vide sans toi. Toutes les activités que l'on faisait le dimanche après-midi, les balades en forêt, tout ça c'est terminé. Tu n'es plus là. C'est fini. L'enfant que l'on a perdu n'est plus là pour égayer nos journées. La chambre est restée intacte. Les activités auxquelles je t'emmenais le mercredi après-midi, tous les efforts que je déployais pour que tu puisses t'épanouir à l'école, dans des activités qui te tenaient à cœur, que ce soit musicale ou sportive. Toute cette organisation du quotidien, tout est fini, tout est terminé. J'aimerais tellement que tu reviennes. Tu me manques tellement. C'est si vide. C'est si vide dans l'appartement. Toutes les habitudes du quotidien et le lien que l'on avait avec ces personnes si chères à nos cœurs est rompu. C'est le néant complet. C'est toute une organisation quotidienne qui est déstabilisée. Il est important de comprendre que dans cette phase, la peur de la perte, la peur de t'oublier, la peur de faire comme si tu n'avais jamais existé est présente. Et c'est douloureux de se dire que je vais devoir continuer à vivre, devoir continuer à prendre du plaisir. Pourquoi je mangerais de toute façon, j'ai même plus faim. À quoi bon de toute façon tu n'es plus là. Il n'y a plus rien qui compte. Et pourtant, il faut quand même continuer d'avancer. Et pourquoi faire et pour quelles raisons? La peur d'oublier l'être que nous aimons le plus au monde et qui est décédé est présente et prend beaucoup de place. L'hyperactivité peut survenir. La personne va se mettre à nettoyer son appartement, va repeindre les murs, va faire partie d'une association ou va travailler plus tard que d'habitude au niveau de la sphère professionnelle. Bon, on peut penser d'un point de vue extérieur que la personne va bien parce qu'elle s'agite dans tous les sens, parce qu'elle semble avoir beaucoup d'énergie, mais ce n'est qu'une illusion. C'est une manière de fuir la réalité qui est bien trop violente. Mais c'est une illusion aussi de croire que l'on va bien et que la souffrance a disparu, hein. La souffrance, elle est toujours là. Mais à ce moment-là, c'est la seule façon que la personne elle a trouvé, voilà, de continuer à fonctionner. Donc c'est ni bien ni mal. Il faut juste voilà, se prendre conscience que quand on s'agite un petit peu dans tous les sens, surtout après la perte d'un être cher, on peut être dans cette phase d'hyperactivité. D'autres personnes auront tendance à se renfermer. Donc, elles vont répondre aux invitations. Un ami les invite à dîner, elles vont y aller. Bon, elles vont faire comme si tout allait bien. Elles vont être là sans être là. Donc, une partie d'elles est bien présente au dîner, mais une autre partie d'elles est ailleurs. Donc, c'est une façon aussi bon, de fuir la réalité. Et encore une fois, voilà, la personne, elle agit un peu comme elle peut à ce moment-là,
mais il y a plusieurs façons de réagir face à la souffrance que l'on traverse et que l'on ressent. Donc soit dans l'hyperactivité, soit voilà, on n'a envie de rien, on est chez soi, on ne se lave plus, on ne mange plus, on reste en pyjama toute la journée, c'est le vide. Et voilà, on répond quand même aux invitations, mais de toute façon, à quoi bon la souffrance est tellement violente que de toute façon, la raison d'être même, la raison de vivre elle-même n'est plus là. On cherche à tout prix les liens qui nous unissaient avec la personne décédée. On cherche à reconnecter les liens. Par exemple, je me souviens que j'écoutais en boucle les messages que ma petite sœur m'avait laissés sur Messenger. Toutes les émotions et les sens qui nous reliaient à l'être aimé, on va chercher à les reconnecter. On va se mettre à écouter sa musique préférée, on va afficher partout ses photos dans l'appartement. Tous les sujets qui tournent autour de la personne décédée, on va s'y intéresser. On va parler d'elle au moment présent. On cherche à tout prix les liens qui nous unissaient avec la personne décédée. On cherche à reconnecter les liens. Par exemple, je me souviens que j'écoutais en boucle les messages que ma petite sœur m'avait laissés sur Messenger. Je me souviens à quel point il était important pour moi de porter les vêtements de ma petite sœur. Sachant qu'elle les avait portés en ma présence, sachant qu'elle les avait touchés, il y avait comme une valeur sentimentale, une valeur qui était vraiment importante pour moi à ce moment-là. Malgré que mon entourage me disait que c'était néfaste de les porter, bon, j'en avais un peu rien à foutre. Pour moi, c'était vraiment important de toucher ces vêtements et de les avoir sur moi. Dans un autre exemple, une femme m'avait confié qu'elle avait laissé pendant plusieurs mois, voire presque 2 ans, les pantoufles de son mari à la porte d'entrée, comme s'il était toujours présent dans la maison. Ses chemises étaient restées intactes à leur place dans le placard et la plupart de ses affaires n'avaient pas bougé. C'est dire en fait à quel point toute l'importance de conserver le lien avec l'être que nous avons tant aimé et qui a disparu est évidemment primordiale. Nous avons besoin de ces repères qui sollicitent nos sens. Que ce soit sur le plan visuel, les pantoufles à la porte d'entrée, que ce soit sur le plan olfactif, je porte son parfum préféré, que ce soit sur le plan kinesthésique, je porte son pull préféré, et que ce soit sur le plan auditif, j'écoute sa chanson préférée. Même si on croit que nous sommes en train de devenir fous, sachez que c'est normal. Focalisation. Donc, dans cette deuxième phase, nous sommes dans une espèce d'hypervigilance. C'est-à-dire que nous sommes à l'affût, dans notre quotidien, de tout ce qui peut nous rappeler l'être aimé, la personne que nous avons perdue. Que ce soit chez soi, dans la rue, par exemple, l'être aimé que nous avons perdu avait une voiture rouge, on va se mettre à voir des voitures rouges partout, on va entendre son prénom partout, on va croire le voir même une personne peut-être qui va nous faire penser à lui. Tout le champ de la conscience est focalisé sur la personne disparue. La souffrance est tellement envahissante, est tellement douloureuse, est tellement puissante qu'on ne peut pas croire en cette réalité. Donc vraiment, toute notre attention est focalisée sur cette personne, sur la personne que nous avons perdue. Alors je suis désolée, mais je me rends compte que quand je parle, il y a des petites interférences. Donc vraiment, excusez-moi pour ce petit désagrément. Comprendre la mort de la personne. Qu'est-ce qui fait que la personne est morte si brutalement? Comprendre les causes du décès, se refaire le film dans sa tête est également présent dans cette phase. Parfois, il est possible de ressentir des choses bizarres après la mort de la personne, comme par exemple, il m'arrive parfois, et encore même aujourd'hui, ou en tout cas quelques semaines après le décès de mes parents, de ressentir, en tout cas de sentir
comme des odeurs de cigarettes. Alors que je ne fume pas, que les fenêtres de mon appartement sont fermées, qu'il n'y a pas de personne qui fume autour de moi, eh bien je ressens, je ressens cette odeur. Mes deux parents étaient fumeurs, de gros fumeurs même, et plusieurs fois j'ai ressenti ces odeurs, et bon, je me disais, mais c'est pas le fruit de mon imagination, à tel point que j'ai ouvert les fenêtres pour voir si c'était pas un voisin qui fumait ou la fumée de cigarette pouvait monter chez moi, mais il n'y avait rien de tout ça. Dans un autre exemple, ma petite sœur est décédée en mai 2020 et un mois après, c'était mon anniversaire. Et en face de chez moi, il y avait un arc-en-ciel, mais magnifique. Vraiment, j'en ai jamais vu d'aussi beau. Et c'était juste le jour de mon anniversaire, vraiment, je l'ai pris comme un signe, pour moi sans aucun doute. C'était elle qui m'envoyait un signe. Alors, pour vous donner un autre exemple, lorsque j'étais plus jeune, donc j'avais tout juste 20-21 ans quand j'ai perdu mon père, eh bien, je travaillais à l'époque dans la restauration traditionnelle et ce soir-là, il n'y a rien qui allait. Je pleurnichais, enfin je me mettais à pleurer, j'étais toute seule en cuisine et j'arrivais pas à avancer. Tout ce que je faisais, en fait, je ratais. Et je sentais comme une énergie, mais négative. Je savais pas du tout ce qui se passait, du tout ce qui m'arrivait. C'était la première fois que j'étais dans cet état-là. Mais vraiment, enfin, tout traînait, rien n'allait, enfin, j'en avais marre, j'étais vraiment mais fatiguée. J'avais vraiment qu'une seule envie, c'était de rentrer chez moi. Je prends les derniers métros, je rentre chez moi, et au moment de mettre la clé dans la serrure, je m'aperçois que c'est bloqué derrière. Et du coup, je m'agace, je tambourine, je demande à mon père de m'ouvrir. Moi, je pensais que, bon, soit il avait fait un malaise parce qu'il était diabétique, ou soit il dormait profondément et qu'il ne m'avait pas entendu. Seulement, c'était au mois de juillet, et donc canicule sur Lyon, la fenêtre de l'extérieur était ouverte et le salon était allumé. Donc, bon, je me demandais ce qui arrivait. Bon, j'étais à milieu de penser que mon père était décédé, hein, mais du coup, j'ai appelé le voisin qui lui-même a appelé les pompiers, et là, bon, bah, ils ont confirmé ce que je redoutais tant. Je ne sais pas du tout comment interpréter ce qui s'est passé ce soir-là, mais je ne sais pas. C'est comme si l'âme de mon père voulait rentrer en contact avec moi, sans vouloir choquer qui que ce soit. Mais vraiment, il s'est passé quelque chose de très bizarre. Je ne l'ai pas ressenti pour ma petite sœur et pour ma mère, mais par contre, ce soir-là particulièrement, j'étais vraiment dans de mauvaises énergies. On peut parfois être tenté d'aller voir un médium pour garder le lien et continuer d'être en contact avec la personne que l'on vient de perdre. Alors, aller voir un médium pour faire 2 ou 3 séances, bon, ça peut peut-être parfois nous aider dans cette phase du deuil. Mais par contre, perdurer et envisager d'autres séances comme si on allait voir en fait un thérapeute, et faites très attention, il y a aussi beaucoup de charlatans dans le milieu qui vont profiter de votre tristesse et de votre faiblesse pour vous soutirer de l'argent. Alors, il y a certainement des très bons médiums, mais je pense que vouloir rester dans le passé, c'est ne pas vouloir être dans la réalité. La réalité du moment présent, c'est que l'être que l'on aime le plus au monde n'est plus là, il est parti, c'est cette réalité. Il n'est plus là. Et nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à cheminer avec cette réalité. Vouloir rester dans le passé, euh, c'est stopper le processus de deuil. Le processus de deuil ne peut pas s'opérer dans le passé. Il s'opère dans l'instant présent, et se laisser pleinement traverser par la souffrance que l'on ressent est vraiment indispensable. Bien sûr que ça fait mal, bien sûr que c'est douloureux, bien sûr. L'être que l'on aimait le plus au monde n'est plus là, il est parti. C'est le vide, c'est le vide, et cette douleur est tellement intense que l'on ait perdu un enfant, un conjoint, un grand-parent, un frère, une sœur, un ami ou même un animal. C'est difficile, mais il est important, vraiment, j'insiste, de rester dans l'instant présent et de se laisser traverser par cette douleur qui vous déchire le cœur.
Au tout début, les proches, les amis, la famille sont présents. Ils vous appellent, ils vous envoient des messages, ils viennent vous voir. Mais au fur et à mesure que les semaines et les mois passent, il y en a certains qui peuvent prendre de la distance parce que chacun retourne à sa vie quotidienne, à son travail, sa vie de famille et tout ce qu'on a à gérer quotidiennement chaque jour. Bon. Je pense qu'il est important de souligner qu'il ne faut pas leur en vouloir. Parfois, comme on est beaucoup centré sur notre souffrance et notre douleur qui prend toute la place, parfois on peut oublier ce que les personnes elles ont fait à un moment donné. C'est comme ça, mais c'est une réalité à prendre en compte. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et ils étaient certainement sincères au moment où ils sont venus vous voir pour vous soutenir, pour vous appeler, pour vous envoyer des messages, pour venir vous voir. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Parce que parfois c'est difficile de se dire que voilà, chacun retourne à sa vie quotidienne, tout le monde s'en fout, moi je suis en train de souffrir, et en fait personne n'en a rien à foutre. Mais non, sincèrement, je ne pense pas. J'ai eu moi aussi ces pensées, c'est vrai, mais je pense sincèrement que ces personnes étaient vraiment profondément sincères et honnêtes envers vous quand elles vous ont témoigné leur soutien. L'entourage peut se montrer blessant parce qu'il fait souvent face à de l'incompréhension lorsqu'il voit se focaliser sur la personne disparue, où l'on ne fait que parler d'elle, où tout tourne autour de l'être aimé. Et peut nous balancer des phrases, mais va de l'avant, arrête de focaliser là-dessus, c'est terminé, il n'est plus là, et puis de toute façon, il n'aimerait pas te voir triste, il n'aimerait pas te voir pleurer. Allez, viens, on sort, allez, c'est bon, stop, maintenant, il faut continuer d'avancer. Bon, bien sûr, c'est très maladroit, hein. L'entourage, c'est surtout un manque de connaissances concernant les différentes phases du processus de deuil. Et c'est pourquoi il est important justement d'expliquer là où on en est. Et il est évident que la personne endeuillée ne peut pas et ne veut pas faire autrement. Ça n'est pas possible, hein. Elle cherche dans cette vase-là à rentrer en lien constamment avec l'être cher, l'être qu'elle a perdu. Et parfois, l'entourage s'essouffle et fait face à une incompréhension énorme parce qu'on pense à tort que ça vient de la personne endeuillée, mais non, pas du tout. C'est le processus qui veut ça. Alors, il peut arriver que l'entourage s'essouffle et du coup baisse les bras et finisse justement par s'éloigner de vous en ne prenant plus de nouvelles, en n'envoyant plus de messages, voilà, en se manifestant plus parce que lorsqu'il fait face justement en pensant que la personne est têtue, parce que j'ai beau lui proposer de sortir ou d'arrêter de parler de cette personne, elle ne veut pas, et s'en éloigner. Mais c'est dans cette phase-là que la personne a le plus besoin. Bon, depuis le début, elle a besoin d'aide, mais de plus en plus, elle va avoir besoin d'aide. Et la personne endeuillée peut penser que de toute façon, il n'y a que la personne qu'elle aimait, que la personne qu'elle a perdue, qui la comprenait et vouloir la rejoindre. Je pense que des deux côtés, il ne faut pas chercher à blâmer qui que ce soit, mais par contre, c'est important que l'entourage comprenne, surtout quand on n'a pas traversé ce type d'épreuve. Il est d'autant plus difficile parfois de comprendre hein, quelle est la souffrance que l'on peut traverser dans ces moments-là. On se montre parfois souvent maladroit, mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a, hein, bien entendu. Mais voilà, il faut essayer de comprendre et voilà, de se dire que la personne, elle est vraiment pleinement dans sa souffrance et pour elle, la seule chose qui compte dans cette phase-là, c'est de garder le lien avec l'être qu'elle a tant aimé et qui n'est plus là aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez perdu un être cher, sachez que la souffrance est
normal. Laissez-vous du temps et surtout, soyez indulgent avec vous-même. Ça fera son chemin et le processus se fera progressivement. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.